soulever l'atelier La Mouche. Ouais, l'association Atelier La Mouche, c'est une association qui est née en 2016 suite à la découverte d'un patrimoine industriel exceptionnel qui est le site ferroviaire Lyon-Mouche dans le 7e arrondissement et plus précisément au nord de l'enclave Gerland. C'est un site du coup industriel ferroviaire que nous on considère comme exceptionnel et qui a été reconnu comme tel par Patrimoine Oralpin, tout simplement parce que c'est un patrimoine qui a plus de 150 ans et qui est constitutif du ferroviaire à l'échelle nationale en France, puisqu'il a été créé quand la fameuse ligne Paris-Lyon-Méditerranée a commencé à être effective. C'est un grand site de dépôt ferroviaire qui permettait d'entretenir et de stocker toutes les machines qui roulaient sur cette grande voie. On a commencé à avoir plus utilité de certains bâtiments, tout simplement parce que le matériel roulant avait lui-même évolué. Donc les dernières machines qui pouvaient rentrer dans le centre de stockage, qui sont des rotondes. Cette rotonde n'accueille maintenant plus que du petit matériel roulant d'entretien de la voirie pour la SNCF et 2 associations qui gardent quelques voitures et locomotives vivantes en les entretenant et en essayant de les faire rouler de temps en temps sur la voirie SNCF. Je me suis rendu compte assez vite qu'on était quand même un petit groupe de personnes qui s'intéressaient à ce dépôt ferroviaire, qu'on y avait déjà émis beaucoup d'intentions. Ces intentions-là, c'était quand même des intentions d'urbanistes, d'artistes, de graphistes, de tout ce petit monde d'Atelier La Mouche qui était assez d'accord et il y a quand même un assez grand consensus entre tout le monde pour faire du dépôt ferroviaire un lieu écologique, citoyen, social, éthique. Mais tout ça, je me suis très vite rendu compte, moi, que tout ça, c'était aussi c'était un imaginaire. Donc un des groupes d'acteurs qu'on a rencontré cette année et qui a encore plus, en tout cas pour moi, m'a encore plus donné de doutes dans les intentions qu'on voulait porter sur le dépôt ferroviaire Lyon-Mouche. C'est du coup le groupe de cheminots de la CGT du secteur Guillotière, secteur qui comprend à la fois le dépôt ferroviaire Lyon-Mouche, mais aussi les halles Cernam, qui sont des halles qui n'ont plus aucun usage et qui pourraient être aussi transformées. Quand je les ai rencontrés, ils étaient très ouverts à tout ce que je leur disais. Ils étaient conscients que c'était important, les activités socio-culturelles dans la ville. Et donc, du coup, c'était aussi important de peut-être transformer ces lieux un peu à l'abandon, ces friches ferroviaires, avec des usages de ce type-là. Mais finalement, eux, ils avaient une vision des enjeux socio-économique, voire même écologique, qui était complètement différent. Et on sentait qu'ils avaient une vraie notion, en tout cas, de la technicité aussi qu'étaient ces lieux-là. Ça remet en question, en tout cas, toutes les intentions qu'on avait pu porter sur le dépôt ferroviaire. Et du coup, on se dit aussi qu'il faut absolument intégrer ces personnes-là qui ont une vision en plus beaucoup plus techniques par rapport aux dépôts ferroviaires, qui ont vécu, qui ont travaillé, qui connaissent encore mieux, je dirais, l'âme de ces sites. Et du coup, c'est vraiment important, en tout cas, d'amener leur vision aussi. Enfin, j'ai essayé de rappeler l'essentiel dans l'esprit, la nécessité de créer du nous. Un faire ensemble et un vivre ensemble. Une intelligence collective qui se reconnaisse dans le dissensus, par le dissensus, et en tire sa vitalité et pas son épuisement. L'acceptation d'être pour, contre, parmi, avec ou sans, parfois tout à la fois. Plus que quelques graines semées sur l'éthos, les comportements nuisibles, l'attitude propice à une construction commune. Les évidences de la bienveillance, souvent oubliées, les apports du lâcher-prise, les mérites de l'écoute, l'importance de savoir reconnaître son ego et ses colères intimes, de savoir s'observer parfois pour se déminer. Penser la colère comme un don qu'il faut faire fructifier, pour construire, pas pour détruire.
quand je parle d'un lieu qui a perdu de sa superbe, de son activité, la première découverte, ça a été une sorte de double constat. C'est un constat de c'est encore vivant, c'est fantastique, il y a des associations qui font vivre un patrimoine industriel complètement méconnu du grand public. Et l'autre, c'est même si c'est encore un petit peu vivant, c'est en train de mourir. C'est sous-exploité par la SNCF, il y a quelques associations, ça mériterait d'être plus connu, d'être mieux valorisé. Il faut absolument s'assurer qu'il ne soit pas démoli. Et ensuite, une fois qu'on a réussi ces 2 premières étapes, c'est de se dire qu'est-ce qu'on propose in situ. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est un site ferroviaire qui est encore en activité, qui a encore un statut industriel en activité, qu'on ne peut pas visiter librement, qu'on ne peut pas occuper pour faire, essayer. Et notamment, outre les personnes qui veulent juste découvrir un lieu et passer du bon temps, ouvrir un site qui soit aussi zone de ressources, de possible, une surface à occuper pour des gens qui ont juste besoin de place pour faire, expérimenter, rencontrer, apprendre, étudier, transmettre. Les villes sont des lieux de répression, d'injustice et d'exploitation. Dans le cadre de l'ordre néolibéral, les villes intelligentes sont souvent des laboratoires de l'ordre policier et du contrôle, de la discrimination raciale et de la violence étatique. En même temps, certaines villes préfigurent un espace où interviennent des luttes politiques et des pratiques émancipatrices. Depuis la tradition anarchiste jusqu'aux mouvements sociaux du XXe siècle, l'univers urbain peut être considéré comme un champ d'intervention, par sa nature interconnectée et par les possibilités qu'il offre de bâtir des réseaux autonomes. Il n'est donc guère surprenant que citoyens, activistes et politiciens retrouvent aujourd'hui un intérêt pour la gouvernance urbaine et locale. À travers l'Europe et au-delà, nous observons de nouvelles formes de gouvernement, au niveau municipal, qui expérimentent des pratiques et des institutions démocratiques. Ces initiatives s'attaquent au pouvoir des entreprises et améliorent l'accès aux biens communs, comme l'eau, l'énergie, le logement et la santé. Elles s'opposent aux privatisations, aux coupes infligées aux services publics ou à la construction de frontières physiques et intangibles et se battent pour la souveraineté numérique. En songeant à l'avenir de l'urbanisme comme à celui de la démocratie, nous posons la question suivante. Quel rapport les villes entretiennent-elles avec la démocratie ? Un urbanisme différent, c'est un urbanisme qui est pensé à partir de l'habitant. C'est-à-dire une compréhension, en fait, ou simplement une interrogation sur comment est-ce que l'habitant vit son territoire. Et même, en fait, un urbanisme différent, c'est un urbanisme qui pense le territoire avant tout, mais dans sa multiplicité, dans sa complexité. C'est ça, en fait. En fait, un urbanisme différent, c'est un urbanisme qui pense la complexité pour moi. On voit le projet quand même magnifique qui a été fait à côté du grand garage Citroën, qui s'appelle l'espace communal de la Guillotière. Ça, c'est de l'urbanisme politique et c'est de l'urbanisme conscient. Tous les voisins, les habitants du quartier, avaient la liberté de proposer des ateliers, quels qu'ils soient, à tout le monde, à la seule condition que ce soit gratuit. Que les actes de démocratie directe ne sont pas tolérés par les élus, par les gens qu'on élit. C'est quand même fou. Pourquoi ? Alors qu'ils font rien de mal, quoi. Pourquoi ? Parce que moi, j'aurais tendance à dire que c'est un danger. Parce que si ça fonctionne et qu'on laisse ça se produire, tout le monde sera libre de réquisitionner des espaces et d'en faire ce qu'il veut. Enfin, d'en faire ce qu'il veut, d'en faire des choses, d'en faire des usages démocratiques. Il n'y a pas de discussion possible. En fait, un squat, c'est un squat. C'est mauvais, c'est marginal, c'est pas bon. Alors que c'est hyper intéressant, en fait. La preuve en est, maintenant, il y a des lieux d'occupation temporaire qui reprennent les codes des squats. Sauf que, par contre, ils interagissent avec les promoteurs immobiliers. Et en fait, les objectifs sont pas du tout d'expérimenter une démocratie directe. C'est plutôt de la gentrification, c'est plutôt faire du cool, faire du sympa, pour que les gens aussi qui sont assez cool viennent. Et puis qu'on se dise « Ah, mais en fait, le quartier est pas si mal. Ah, mais il y a des logements qui vont être construits là-bas. Ah, ok, mais du coup, pourquoi pas s'installer ici, chérie ?» À partir du moment où on va vouloir faire quelque chose de différent, on va attirer des gens qui aussi voudront faire quelque chose de différent. Les étudiants, c'est aussi eux qui vont
qui vont porter le prochain mouvement. Les urbanismes en études maintenant, c'est peut-être eux aussi qui vont porter l'urbanisme de demain. Ils vont venir sur sur la Mouche. Un tiers-lieu, tout le monde en a sa compréhension, sa définition. Le tiers-lieu, c'est juste un espace qui permet justement ce mélange. C'est possible. Et sur le site de Lyon-Mouche, ce qui serait fascinant, c'est justement, en parlant d'apprentissage, de rencontres, c'est qu'on ne veut pas évidemment mettre sur site que des activités ex nihilo qui arrivent comme ça d'un seul coup, sans se concentrer à la base sur ce qui est vraiment le site de Lyon-Mouche. C'est-à-dire un site qui fabrique, qui stocke, qui travaille, qui entretient. Et donc du coup, nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est à la fois garder les associations qui font vivre cette histoire vivante, mais pourquoi pas aussi réactiver une histoire industrielle en mettant des activités purement liées au train pour la SNCF. Venez découvrir tout ça. Et peut-être que après avoir découvert ça pendant 1 heure ou 2, venez faire une activité autre, artistique, culturelle, sportive, notamment dans un quartier qui est, il me semble, en attente d'un lieu comme ça. De dire en fait, vous n'arrivez pas dans un quartier tout beau, tout propre, tout neuf, où il n'y a plus forcément la lecture du tissu urbain d'antan, ouvrier, industriel, où quasiment tout ce petit patrimoine ordinaire a disparu, mais il reste au moins un patrimoine exceptionnel. Un patrimoine, même pas un bâtiment, un mini-quartier, un mini-site dans le quartier. Donc du coup, une sorte d'espace totem, me dire en fait ça a forgé mon quartier qui a à 90% disparu, mais ça a forgé mon quartier et l'identité du territoire dans lequel je suis.